Vous êtes à Tam Tam sur Radio-Canada International depuis quelque temps à la chronique L'autre histoire avec le collègue anthropologue Serge Bouchard. On fait ce voyage dans le temps et dans l'espace, d'est en ouest et dans le temps entre 1500 et là maintenant 1750 à la rencontre des diverses Premières Nations et des grandes familles des Premières Nations au Canada. Serge, bonjour. Bonjour. Alors, cette fois-ci, on passe les Rocheuses et on se dirige jusqu'à cette fameuse mer de l'Ouest. La voilà enfin, mais à la rencontre aussi d'un florilège de nations amérindiennes. Oui, et là on va ouvrir presque le dernier ou l'avant-dernier chapitre de cette histoire, car c'est la fourrure qui nous amène au Pacifique finalement. C'est le commerce des fourrures, c'est l'économie. Donc c'est le goût de découvrir de nouveaux territoires de commerce qui poussent et les Américains et les Canadiens anglais, parce que la course, finalement, ce sera la Hudson Bay Company, en pince, qui arrive par le nord. Mais là, cette fois, il faut dire aussi que le Canada était devenu possession britannique déjà, là, depuis 1760. Oui, depuis 1760. Ce sont les Anglais qui sont maîtres au Canada. Le Canada est une colonie britannique. La Hudson Bay Company des fourrures est une compagnie de Londres qui fait ses affaires en Amérique du Nord et qui va marquer l'Amérique du Nord, parce que la traite des fourrures, toute cette histoire qu'on raconte, la motivation, ce sont les échanges. Les pelleteries, et ce sont les fourrures. Alors, c'est l'argent, le profit des fourrures internationalement pour les Anglais de Londres, c'est très payant. Et pour toutes les populations des Premières Nations, c'est la possibilité d'avoir accès à tous ces biens de consommation ou à ces biens utiles produits par les Européens, notamment, bien sûr, le métal et les tissus et certaines denrées qui vont devenir essentielles, comme le thé noir des Anglais, et la farine. Pour faire le bannique, notamment. Et pour faire le pain. Ouais, donc, souvent, les Premières Nations diront toujours la même chose, nous avons été blanchis par la farine. C'est la farine qui nous aura... Alors, la Hudson Bay Company, ça, c'est la grande poussée vers l'ouest. Et aux États-Unis, ça va être la American Fur Company qui va faire sa grande poussée aussi vers l'ouest. Les Américains aussi, ils vont avoir leur mythologie. Ils sont plus créateurs de mythologie que les Canadiens. Donc, ils sont déjà en train de... Donc, il n'y a pas seulement la fourrure. Ils vont envoyer une expédition vers l'ouest en 1804. Et c'est l'expédition mythique, on le sait déjà, avant de partir, de Lewis et Clark. Le président des États-Unis dit c'est une mission importante. Nous allons United States, américaniser tous ces territoires de l'Ouest. Vous en allez au Pacifique. Alors, c'est une mission symbolique. Les Canadiens n'ont jamais fait ça, ce type d'expédition. Mais on le fait par la fourrure. Alors, Hudson Bay va pénétrer la dernière grande zone par le nord de la Colombie-Britannique. Alors, c'est assez curieux, ça arrive d'Edmonton. C'est à partir du nord de l'Alberta qu'on va lancer nos équipes qui vont traverser les Rocheuses et qui vont aller s'établir, non pas à Vancouver, pas du tout, qui vont aller s'établir en Oregon. En Oregon? Oui, c'est l'Oregon. La Hudson Bay Company... Et on descend, mais c'est parce que, écoutez, il y a le 49e, c'est la frontière entre les États-Unis et le Canada, Colombie-Britannique. Il y a l'État de Washington avant d'arriver en Oregon. Bon, il y a des précisions géographiques ici. D'abord, la frontière a été établie en 1846, donc beaucoup plus tard. D'accord. Et en plus, l'État de Washington n'existait pas du tout. Alors, c'était le Grand Oregon, qui était ouvert pour tout le monde. Mais très beau pays, très, très beau pays. Mais là où la Hudson Bay et les Américains vont converger vers un endroit qui est le pied du Mont-Sainte-Hélène, finalement, au pied du Mont-Sainte-Hélène. Et là, ils vont découvrir toutes les populations à partir du nord de la Californie jusqu'en Alaska. Et là, ils découvrent la plus grande diversité culturelle qu'on n'a jamais pu imaginer sur la planète Terre. Des peuples, vallée par vallée, les peuples sont autonomes, indépendants, avec des langues uniques au monde, des familles linguistiques qui se résument à 2000 locuteurs. C'est le paradis, évidemment, des anthropologues, des linguistes. Ça, j'imagine. Oui, mais d'ailleurs, c'est devenu le grand musée d'observation des anthropologues américains avec Franz Boas et tout ça. Alors, je donne des exemples, là, mais ce sont les Walla Walla, les Bella Coola, les Aïda, les Kakwa, les Kwakiutl, vous avez les Tlingit, les Sawampenk, ça s'arrête pas, les Jiksan, la liste est sans fin. Puis on n'a même pas été à l'intérieur, là, avec les... On est sur la côte. On est juste sur la côte. Puis vous savez, les Chilcotin, les Kootenay, puis là, vous montez vers le nord, c'est sans fin. Il y a, je ne sais pas combien il y a de nations en Oregon puis en Colombie-Britannique, puis sont toutes des nations indépendantes, puis dont plusieurs ont survécu jusqu'en 2011. C'est phénoménal.
Vous savez, notre conversation semble normale, mais aux Canadiens moyens, dans la culture moyenne des Canadiens, dans le réseau scolaire et dans l'instruction publique, que ce soit en français ou en anglais, tout ça est une discussion de martiens et d'extraterrestres. Oui. Parce qu'on n'apprend pas ça à l'école et les Canadiens connaissent pas ça. Ils savent rien de ça. Les Indiens, pour nous, c'est des gens qui sont en réserve indienne, ils ont des allures, c'est-à-dire rien des problèmes sociaux, des allures particuliers, mais le régime mais leur histoire, l'international que nous sommes en train de décrire, ça, ils savent pas ça. Et en plus, dans l'Ouest, les Indiens sont très, ils ont des cultures dites ostentatoires. Alors, ce sont des cultures de spectacle, de représentation, des cultures avec des constructions monumentales. Hein, ce sont des grands menuisiers. Ils font des grands bateaux. Ils sont pas capables de faire une chaloupe sans la sculpter de part en part. Alors, ils font des mâts. Ils font dessiner. La peinture, des artistes. Les arts sont dans la vie quotidienne. Bon, les gens des plaines étaient aussi comme ça. Enfin, l'ensemble des populations amérindiennes. Mais dans le cas de l'Ouest, vraiment, c'est à se jeter par terre. Bon, ça n'empêchera pas les coloniaux anglais et américains de tout détruire. Il y a toujours cette fameuse condescendance de celui qui arrive et qui a le pouvoir de la masse de pouvoir écraser, donc je suis supérieur, et on justifie cette décision. C'est vrai, c'est pas le principal de notre propos, mais ce n'est pas une très belle histoire. C'est l'histoire de l'Amérique, du point de vue amérindien, c'est une histoire qui est sale. Une histoire sale. Une histoire de mort, une histoire de mépris, une histoire de dépossession. Il n'y a jamais eu de bonne entente. Et les Américains, évidemment, vont développer qui ont le sens de la formule, diront au 19e siècle, un bon Indien est un Indien mort. A good Indian is a dead Indian. Mais ils vont aussi dire the vanishing race. Il n'y a pas de place pour l'Indien dans la vie moderne. On installe l'Amérique après tout. Bon, les Canadiens sont plus polis. Je sais pas pourquoi. Là, il y a une sorte de politesse et de retenue. Ils font la même chose, mais ils le disent pas. Il n'y avait pas de place au 19e siècle pour. Puis d'ailleurs, dans l'Ouest, c'est intéressant. Au moment où on va ouvrir le dernier chapitre dont nous parlerons dans la prochaine chronique, l'épilogue, presque de la diversité culturelle des Premières Nations d'Amérique et en particulier du Canada, vous voyez qu'on est rendu, qu'on voit des Haïda, qu'on voit des Kwakiutl, qu'on voit toutes sortes de populations sur la côte. On est parti des Mi'kmaq et tout ça. On avait fait le tour d'une diversité culturelle immense, nord-sud, est-ouest, sans vraiment l'apercevoir. Il n'y a pas eu de synthèse, il n'y a pas eu de respect. On l'a vécu, tout simplement. On l'a vécu, les coureurs de bois, il y a eu un immense métissage, beaucoup d'échanges culturels, mais ça ne faisait pas partie de l'histoire officielle du Canada sur le plan de l'identité. Le Canada est resté bloqué sur la notion de deux cultures, ou trois peut-être, deux cultures, la française et l'anglaise, et puis les immigrants. On est un pays d'immigration. Alors, le Canada est un pays qui va accueillir des Slaves, qui va accueillir les Allemands, il va accueillir les Finlandais, il va accueillir les Italiens, il va accueillir les Grecs, il va accueillir un paquet de monde, mais on va pas reconnaître la diversité culturelle originale qui était déjà en place. Parce qu'on a trop tendance à la voir comme étant quelque chose de monolithique. Trop souvent, nos livres d'histoire ne font que une vingtaine de pages au début. Puis bon, allez hop, là, l'histoire commence véritablement avec Jacques Cartier, puis on y va. Là. Et puis, on généralise. Un Indien est un Indien. Alors, on va dire, bon, il y a eu des guerres indiennes, ils ont rencontré des Indiens, puis ça, mais avec tout ce qu'on vient de dire dans cette chronique-ci et dans toutes les autres qui précédaient, vous voyez bien qu'il faut toujours préciser. S'agissait-il d'un Sioux, s'agissait-il d'un Nordique, un chasseur de la forêt boréale? Les gens qui ont exploré ce pays l'ont fait avec ces populations. Puis c'est toujours le même modèle. Ils les connaissaient très bien. Où est passé ce savoir, où est passée cette finesse et la reconnaissance de la diversité? Là est la vraie question. Avez-vous une réponse? On est de mauvaise foi, c'est tout. L'histoire, il faut refaire une autre histoire. Mais ça, c'est à l'échelle planétaire. Il faudrait refaire une autre histoire. C'est une tâche culturelle, redresser certains torts et redresser certains mensonges nationaux. Moi, ça a toujours été ma réponse. L'histoire du Canada, c'est un immense mensonge. L'autre histoire, avec Serge Bouchard. Prochaine fois, le Grand Nord canadien. Serge, merci. Merci.